Le tonnerre gronde à l'horizon comme une bête ancestrale qui s'éveille sous la surface du ciel. L'air s'épaissit, devient lourd, presque irrespirable, chargé d'électricité et de promesses de changement. La première goutte tombe sur la terre desséchée, soulevant un petit nuage de poussière, puis une autre. En quelques minutes, la pluie cesse d'être une timide annonce et se transforme en un épais rideau qui s'abat sur le sol, les pâturages et les lits de rivières asséchées. Le Pantanal, la plus grande zone humide continue du monde, entame une nouvelle transformation. Là où hier la boue était fissurée, l'eau s'infiltre aujourd'hui patiemment, reconquérant d'anciens sentiers qu'elle n'avait jamais oubliés. Les rivières gonflent, débordent et se rejoignent, formant un réseau vivant qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. La frontière entre terre et eau disparaît, et le paysage tout entier entre dans un état de transition permanente. Ici, la pluie n'apporte pas le calme, elle provoque le mouvement. Elle engendre une explosion de vie qui réveille des créatures qui semblaient endormies et oblige les autres à se déplacer, à chercher un abri ou de la nourriture. Les poissons, piégés dans d'étroits chenaux durant la saison sèche, empruntent désormais de nouvelles voies navigables et s'aventurent dans les eaux nouvellement créées. Des bancs entiers traversent les plaines inondables, explorant des espaces qui n'existent que quelques mois par an. Les oiseaux reviennent de régions lointaines, attirés par cette abondance soudaine. Hérons, ibis, spatules et cigognes emplissent le ciel de leurs ailes blanches et de leurs cris rauques. Chacun sait que c'est le moment de se nourrir, de se reproduire, de profiter de l'abondance éphémère de l'eau. La végétation, en sommeil sous la poussière, jaillit avec une rapidité presque fulgurante. Des pousses vertes émergent de la boue, de nouvelles feuilles se déploient en quelques jours et le paysage change de couleur comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur invisible. Mais là où règne l'abondance, la concurrence s'installe. Là où la vie jaillit, la faim se réveille aussi. Le Pantanal n'est pas un paradis tranquille, c'est un champ de force en tension constante. Chaque créature interprète l'arrivée de l'eau comme une opportunité différente. Pour certaines, cela signifie nourriture facile. Pour d'autres, cela signifie exposition, déplacement forcé, risque. Sur cet échiquier qui se redessine au gré des pluies, les rivières deviennent des terrains de chasse et des frontières invisibles qu'il faut défendre. À la surface de l'eau, le reflet du ciel paraît paisible, mais sous cette apparente tranquillité, une guerre silencieuse fait rage. Un mouvement rompt le calme de la rivière. Ce n'est pas le vent. Ce sont des corps qui fendent le courant avec une énergie qui ne cherche pas à se dissimuler. Des loutres géantes émergent telles des flèches vivantes, leur dos sombre luisant dans la lumière grise du ciel couvert. Elles n'arrivent pas silencieusement. Elles se font entendre par des cris, des grognements et des vocalises profondes qui résonnent le long de la rive. Leur présence n'est pas discrète. C'est une affirmation. Dans ces portions de rivière, il y a des propriétaires, et ils ne se cachent pas. Les loutres géantes sont les prédateurs sociaux les plus puissants de ces eaux. Elles ne chassent pas seules. Leurs déplacements ne sont pas aléatoires. Ils fonctionnent comme une unité compacte, une famille élargie qui se déplace avec une coordination qui semble avoir été répétée au fil des générations. Le groupe remonte le courant, emporté par des débris tels que des branches, des feuilles et des poissons désorientés par le brusque changement de niveau de l'eau. Le couple dominant ouvre la marche, leur corps massif portant les cicatrices de conflits passés. Les jeunes nagent à leur côté, attentifs aux signaux du groupe, apprenant sans un mot quand avancer et quand s'arrêter. Il n'y a ni gestes exagérés, ni ordres audibles pour ceux qui ne savent pas observer. Un changement subtil de rythme, une légère rotation du corps, une pause d'à peine une seconde, et chacun comprend que quelque chose a été détecté sous la surface. Un banc de poissons se rassemble près du rivage, cherchant refuge parmi les racines immergées d'un arbre tombé. L'eau trouble leur procure une fausse impression de sécurité. Les loutres se séparent silencieusement, formant un demi-cercle presque parfait. Deux plongent et se déplacent sous l'eau, repoussant le banc vers des eaux moins profondes. D'autres restent à la surface, bloquant toute issue. Les plus jeunes attendent immobiles, le corps tendu, prêtes à refermer le piège.
En quelques secondes, l'eau s'agite. Un clapotis jaillit à la surface et une loutre surgit, un gros poisson pris entre ses dents. La proie se débat, frappant l'eau de ses mâchoires, mais la morsure est ferme. Aucune énergie n'est gaspillée. Le groupe se rassemble, le poisson est partagé et la rivière retrouve son calme, comme si de rien n'était. Dans le Pantanal, manger n'est jamais un acte isolé. C'est un moment de vulnérabilité. Pendant que le groupe se nourrit, l'attention est partagée entre la nourriture et la vigilance. Le chef lève fréquemment la tête, hume l'air humide et scrute la rive opposée. La présence des loutres n'échappe pas aux autres prédateurs. Sous la surface, quelque chose se meut avec une lenteur qui ne trahit pas une intention, mais une puissance. Deux yeux émergent à peine de l'eau, séparés par une distance qui révèle la taille du corps dissimulé. Le caïman noir patrouille toujours le même tronçon de rivière. Sa peau sombre se fond dans la vase, sa silhouette à peine discernable dans la turbidité. Il n'a pas besoin de se presser. Le caïman est patient par nature. Sa stratégie n'est pas la poursuite, mais l'attente. Les loutres perçoivent cette présence, même si elles ne la voient pas clairement. L'histoire de la rivière est inscrite dans les rencontres passées. Un cri perçant de la meneuse suffit à rassembler le groupe, formant une masse compacte qui se dirige ensemble vers les eaux moins profondes. Elle ne se disperse pas. La force des loutres ne réside pas dans un seul individu, mais dans le groupe tout entier. Le caïman évalue la situation. Attaquer une loutre isolée est une chose. Affronter une famille entière en est une autre. Pendant quelques secondes, les deux prédateurs partagent le même espace sans s'attaquer, jaugeant leurs forces respectives sans se toucher. Puis, le caïman replonge et disparaît dans l'ombre des fonds marins. La tension retombe, mais ne disparaît pas complètement. Dans le Pantanal, le calme est toujours éphémère. Alors que le soleil commence à se coucher et que la lumière s'adoucit, la famille de loutres se dirige vers son refuge sur la rive. Parmi les racines enchevêtrées et les amas de troncs, elles ont aménagé un havre de paix où les petits peuvent se reposer et jouer. Les jeunes se poursuivent, sautent dans l'eau peu profonde et se mordillent gentiment, un exercice d'entraînement déguisé en jeu. Les adultes observent sans intervenir, conscients que ces pratiques sont des leçons pour l'avenir. Chaque bouchée maîtrisée, chaque brève plongée, chaque poursuite maladroite est une répétition générale pour une vie où les erreurs coûtent cher. Le chef reste près de l'eau, le corps face au fleuve, attentif aux moindres changements à la surface. Sous cette même surface, la vie s'organise en strates invisibles. Un banc de piranhas se déplace comme un seul être, changeant de direction d'un mouvement synchronisé. Leurs corps argentés reflètent des éclats de lumière lorsqu'ils remontent à la surface, et leurs mâchoires, armées de dents acérées comme des rasoirs, s'ouvrent et se ferment avec une précision mécanique. Les piranhas sont souvent dépeints comme des monstres voraces, mais leur rôle dans le Pantanal est plus complexe. Ce sont certes des prédateurs opportunistes, capables d'attaquer en groupe lorsqu'ils ont faim ou qu'ils détectent du sang dans l'eau. Mais ils contribuent également à l'équilibre de l'écosystème. Ils consomment les restes organiques, éliminent les animaux morts ou blessés et limitent l'accumulation de matières en décomposition dans des eaux dont le niveau et la composition varient constamment. Leur présence maintient l'équilibre chimique et biologique du fleuve, même si leur réputation inspire la crainte. Pour la loutre géante, le piranha n'est pas un symbole de terreur, c'est simplement une proie, certes armée, mais facile à maîtriser. La loutre plonge et remonte avec un piranha pris entre ses dents. Le poisson tente de mordre, mais la morsure de la loutre est plus rapide, plus puissante. En quelques secondes, la menace est neutralisée. Dans cet écosystème, la férocité est relative. Ce qui est dangereux pour certains est de la nourriture pour d'autres. La hiérarchie ne repose pas sur un mythe, mais sur une efficacité réelle. Au-delà du champ de vision des loutres, dans une zone où l'eau s'épaissit et où les plantes aquatiques forment un dense réseau, gît un corps immobile. L'anaconda, le plus grand serpent du monde, attend. Il ne bouge pas. Sa peau se fond dans les ombres, les branches immergées, la vase sombre du fond.
Seuls ses yeux percent la surface, 2 points immobiles qui captent la moindre vibration. L'anaconda ne chasse pas. Il n'en a pas besoin. Le Pantanal lui apporte ses proies, radeaux, oiseaux venus s'abreuver, capybaras imprudents, jeunes caïmans qui s'approchent de trop près. La stratégie de l'anaconda est simple et brutale. Attendre que sa proie pénètre dans son territoire. Un petit mammifère s'approche du rivage, attiré par le parfum des jeunes pousses après la pluie. Il ne perçoit aucun danger. L'attaque est instantanée. Le corps de l'anaconda se projette avec une vitesse qui contraste fortement avec son immobilité précédente. Il s'enroule autour de sa proie, la serrant avec une force telle que la circulation sanguine est stoppée en quelques secondes. Aucun cri, aucune lutte prolongée. Tout mouvement cesse et l'eau se referme. L'anaconda entame alors un lent processus d'ingestion. Avaler, digérer, disparaître. Pendant des heures, voire des jours, son métabolisme se concentre sur la digestion. Durant ce laps de temps, sa mobilité diminue. Le prédateur devient vulnérable. Dans le Pantanal, même les prédateurs les plus efficaces connaissent des moments de faiblesse. Pendant ce temps, à la lisière de la forêt, le sol meuble porte de petites empreintes nerveuses. Une meute de coatis se faufile entre les feuilles humides, la queue dressée comme un drapeau. Ils se déplacent avec une énergie fébrile, reniflant, remuant la litière de feuilles, grimpant sur les troncs d'arbres tombés. Leurs pattes agiles cherchent des insectes cachés sous l'écorce, des fruits tombés et des graines. Les jeunes imitent chaque mouvement des adultes, apprenant à distinguer les odeurs de nourriture de celles du danger. Le troupeau ne s'attarde pas au même endroit. Leur stratégie repose sur un mouvement constant, une exploration continue qui réduit le risque d'être surpris par un prédateur. En se déplaçant, les coatis dispersent involontairement des graines. Les fruits qu'ils consomment laissent derrière eux des fragments qui germeront et donneront naissance à de nouvelles pousses. Leur passage à travers la forêt n'est pas seulement motivé par la recherche de nourriture, mais influence aussi l'avenir de la végétation. Cependant, cette activité bruyante ne passe pas inaperçue. Un bruissement, distinct de celui des feuilles sous leurs pattes, s'élève du sous-bois. Le groupe s'arrête. Les petits se serrent les uns contre les autres au centre, les adultes tournent la tête vers la source du bruit. Pendant quelques secondes, la forêt semble retenir son souffle. Un félin observe depuis l'ombre. Le jaguar évalue la situation. La meute est nombreuse et sur ses gardes. Le risque d'une attaque ratée est élevé. Le jaguar se retire presque inaperçu. Le danger s'éloigne, mais la tension se ressent encore sur le comportement du groupe. Les coatis reprennent leur marche, plus attentifs et plus silencieux pendant quelques minutes. Au-dessus de la canopée, une ombre traverse le ciel. Un rapace plane, ailes déployées, profitant des courants d'air ascendants provenant de la terre humide. De là-haut, la forêt est une mosaïque de verre et de reflets dans l'eau. L'oiseau n'a pas besoin de battre des ailes avec force. Il observe. Il guette le moindre mouvement qui s'écarte du schéma habituel, la plus infime erreur qui trahit une proie potentielle. En contrebas, un groupe de singes se déplace parmi les branches, concentrés sur les fruits mûrs qui ont poussé après la pluie. L'un d'eux traîne, distrait. L'ombre s'aligne. La descente est rapide, presque verticale. L'impact est instantané. Les griffes se referment, le cri se perd dans le feuillage, et l'oiseau s'envole à nouveau avec sa proie. Les autres singes s'enfuient en poussant des cris d'alarme qui résonnent dans la forêt. L'équilibre semble rétabli, mais le message reste clair. Dans le Pantanal, la distraction est une invitation à la mort. La pluie continue de tomber par intermittence, tantôt une fine bruine, tantôt un déluge qui couvre tous les autres bruits. Chaque phase de l'orage modifie le comportement des créatures. Certaines profitent du bruit pour se déplacer sans être vues. D'autres cherchent un abri, attendant que l'eau se retire. Les rivières continuent de gonfler, reliant des lagunes autrefois isolées. Le paysage s'étend et se contracte selon une logique qui ne suit pas les cartes humaines, mais plutôt des cycles ancestraux. Le Pantanal n'est pas un lieu figé, mais un processus dynamique. À chaque crue, les règles de survie, aussi temporaires soient-elles, se redéfinissent. Les territoires s'étendent ou se réduisent, les routes de chasse se modifient et les rencontres entre prédateurs se multiplient. La saison des pluies marque le début de ce jeu complexe, un prélude à ce qui adviendra lorsque les eaux commenceront à se retirer et que la compétition s'intensifiera autour des dernières poches d'eau.
Pour l'instant, l'eau règne en maître. Elle recouvre, relie et trouble la quiétude. Les prédateurs affinent leur stratégie dans un monde qui s'est soudainement agrandi. Les proies apprennent de nouvelles voies de fuite ou périssent en essayant. Le Pantanal respire au rythme de la pluie et chaque créature qui l'habite sait que cette renaissance n'est pas un cadeau inestimable. C'est le début d'un cycle qui, plus tard, révélera son visage le plus cruel lorsque les eaux se retireront et que tout sera mis à nu. Le niveau de l'eau continue de monter pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce que le Pantanal cesse d'être un réseau de rivières et de lagunes pour devenir une unique étendue d'eau à perte de vue. Les chemins de terre disparaissent sous la surface, les touffes de végétation se transforment en archipels flottants et les arbres semblent surgir directement du fleuve, leurs troncs à demi immergés. Dans cette nouvelle carte en perpétuelle évolution, chaque créature doit réapprendre à se déplacer, à s'orienter, à survivre. Ce qui était jadis un chemin sûr est désormais un piège redoutable. Ce qui était jadis un obstacle est devenu un refuge temporaire. Le paysage change si rapidement que la mémoire individuelle devient aussi importante que la force physique. Les animaux qui se souviennent ou trouver refuge en hauteur pendant les inondations ont un avantage. Ceux qui ne s'en souviennent pas doivent improviser ou disparaître. Les capybaras se regroupent en bandes de plus en plus importantes sur les quelques îlots qui émergent encore de l'eau. Les familles, qui vivaient séparées durant la saison sèche, partagent désormais le même espace exigu. Leurs corps massifs se pressent sur les parcelles de terre ferme, les jeunes au centre et les adultes formant un cercle extérieur d'une vigilance constante. Le clapotis de l'eau sur les bords de l'îlot accompagne leur respiration lente. Bien qu'excellents nageurs, ils préfèrent garder pied à terre pour se reposer et surveiller les alentours. Leurs yeux sombres scrutent les environs avec une attention quasi permanente. Ils savent que l'eau est un refuge, mais aussi le domaine d'autres prédateurs. Un mouvement à la surface de l'eau, à peine une ondulation différente du motif de la pluie, suffit à faire tourner plusieurs têtes à la fois. Le caïman patrouille la périphérie de l'îlot, se déplaçant avec une lenteur calculée. Il n'approche pas immédiatement. Il évalue la densité du groupe, guettant le moindre éloignement de jeunes. La chasse du caïman n'est pas une course, c'est un exercice de patience. Ils peuvent attendre des heures, voire des jours, avant que l'erreur ne se produise. Les capybaras, quant à eux, se relaient pour monter la garde. L'un d'eux s'avance de quelques pas, renifle l'air et observe la surface de l'eau. S'il détecte un danger, il émet un bref cri grave. En une fraction de seconde, le groupe tout entier est en alerte maximale, prêt à se jeter à l'eau dans une fuite coordonnée. L'équilibre entre calme et fuite détermine leur survie quotidienne. Pendant ce temps, dans les zones où la forêt est partiellement submergée, des troncs d'arbres émergent des eaux troubles comme de sombres colonnes. De longues ombres se meuvent parmi eux. Ce sont des cerfs des marais qui avancent avec une lente élégance presque incongrue dans un environnement aussi instable. Leurs longues pattes leur permettent de patauger dans des eaux qui atteindraient le ventre d'autres herbivores. Chaque pas est mesuré, chaque sabot s'enfonçant fermement dans le sol friable sous la surface. Le cerf ne court que lorsque c'est nécessaire. Il sait qu'en eau profonde, le bruit des éclaboussures peut attirer l'attention de prédateurs invisibles. Il préfère se déplacer calmement, le corps droit et la tête dressée, à l'écoute des sons qui se propagent à la surface de l'eau. L'air est imprégné des effluves de boue humide, de jeunes pousses aquatiques et d'animaux regroupés dans des espaces restreints. Pour un prédateur terrestre, ce nouvel environnement représente un défi. Le jaguar, habitué à chasser sur terre et dans la forêt dense, adapte sa stratégie. Il n'évite pas l'eau. Au contraire, il devient un nageur silencieux lorsque nécessaire. Son corps musclé glisse dans les chenaux nouvellement formés, se servant de la végétation flottante comme abri. Depuis la rive, il observe les groupes de capybaras blottis sur les îlots. Il n'attaque pas immédiatement. Il attend qu'une proie s'approche trop près du précipice, que l'épuisement la fasse flancher. Pendant la saison des pluies, l'abondance de proies ne facilite pas la chasse. Le terrain instable, l'eau qui étouffe les sons et la dispersion des animaux obligent le jaguar à une précision accrue. À un méandre de la rivière, là où le courant ralentit et où l'eau forme une mare sombre, le jaguar s'arrête. Son regard suit un jeune capybara qui s'approche pour boire, s'étant éloigné de quelques pas du groupe.
La distance est courte, mais l'eau est profonde. Le jaguar plonge silencieusement, ne laissant presque aucune trace à la surface. Il avance, le corps presque entièrement immergé, ses pattes se mouvant d'un rythme qui ne produit aucune éclaboussure. Lorsqu'il refait surface, c'est à quelques mètres seulement du rivage de l'îlot. L'attaque est rapide, mais pas toujours couronnée de succès. Le capybara détecte le mouvement au dernier moment et plonge dans l'eau, frappant la surface avec un bruit qui alerte le groupe. L'îlot tout entier semble exploser de mouvement. Des dizaines de capybaras plongent simultanément, créant un chaos d'éclaboussures et de remous. Le jaguar rate sa proie et reste immobile un instant, évaluant s'il doit poursuivre une cible désormais perdue parmi tant d'autres. Il décide de battre en retraite. Dans le Pantanal, même le chasseur le plus aguerri doit accepter l'échec comme faisant partie intégrante du jeu. Dans les eaux plus profondes, où la végétation aquatique forme des tunnels verts, les grands poissons se déplacent plus librement pendant la crue. Le piraputanga, vif et lumineux, explore les zones nouvellement inondées. Son corps allongé est adapté pour nager à contre-courant et se faufiler rapidement entre les racines immergées. Ce poisson est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire du Pantanal. Il se nourrit des fruits tombés des branches dans l'eau, transporte les graines en aval et devient ainsi la proie des oiseaux, des loutres et des caïmans. Pendant la saison des pluies, le piraputanga s'aventure dans des zones qui s'assèchent durant la saison sèche. Il y trouve une nourriture abondante, mais aussi de nouveaux dangers. Les oiseaux aquatiques, concentrés le long des berges des nouveaux chenaux, profitent de ces mouvements pour chasser aisément. Un héron immobile se tient au bord d'une clairière inondée, le cou enroulé en forme de S. Ses yeux suivent chaque reflet argenté sous la surface. Soudain, son cou se redresse et son bec plonge dans l'eau. Un poisson est pris. Le héron secoue la tête, avale sa proie et reprend sa posture immobile. À quelques mètres de là, un groupe d'oiseaux se relaie pour se nourrir du même banc de poissons. Pendant la saison des pluies, la compétition entre les oiseaux est intense, mais l'abondance de la ressource permet à plusieurs espèces de partager le même espace sans s'affronter directement. Chacune occupe une niche écologique légèrement différente, à une profondeur différente et emploie une technique de chasse différente. Dans la forêt dense inondée, les sons changent. Le clapotis incessant de l'eau contre les troncs crée un paysage sonore qui masque même les plus infimes mouvements. Ici, les prédateurs qui se fient à l'ouïe pour repérer leur proie doivent adapter leur perception. Les singes se déplacent sur les plus hautes branches, évitant l'eau autant que possible. Les inondations ont réduit les sentiers terrestres qu'ils empruntaient pour se déplacer entre les parcelles de forêt, les obligeant à franchir de plus grandes distances par bonds entre les cimes. Un faux pas, et c'est la chute dans l'eau, où le risque est décuplé. Les petits s'accrochent plus que jamais à la fourrure de leur mère. Chaque passage d'une branche à l'autre est une épreuve de coordination et de mémoire musculaire. Lors d'un de ces déplacements, un jeune singe glisse. Son corps chute de plusieurs mètres avant qu'il ne parvienne à s'agripper à une branche plus basse. Le bruit de la chute résonne dans la forêt inondée. Un instant, tout s'arrête. Les adultes poussent des cris d'alarme, les jeunes se serrent les uns contre les autres. En contrebas, la surface de l'eau reste immobile, mais cette immobilité n'est pas rassurante. Un caïman patrouille en dessous. Le singe réussit à regagner la sécurité de la canopée, mais le message est clair. L'eau a réduit à néant toute marge d'erreur. Pendant la saison des pluies, chaque pas, chaque saut, chaque décision devient plus risquée. Dans une zone où la rivière s'élargit et où le courant emporte les débris végétaux, la famille de loutres réapparaît. Elles empruntent un chenal qui n'existait pas il y a quelques semaines, explorant leur nouveau territoire. Pour elles, la crue est synonyme d'opportunités nouvelles. Plus de poissons, plus de voies de déplacement, plus d'espace pour établir des postes de chasse temporaires. Cependant, cela signifie aussi des rencontres plus fréquentes avec d'autres prédateurs aquatiques. Dans cette partie de la rivière, l'eau est plus profonde et plus sombre. La visibilité est réduite à quelques centimètres. Les loutres se fient aux vibrations de l'eau, à la sensation de leurs vibrisses sensibles et à leur mémoire des courants. Elles se déplacent en formation lâche, laissant les plus expérimentés guider l'exploration. Un mouvement soudain au fond de l'eau alerte le groupe. Ce n'est pas un poisson, c'est un gros corps qui se déplace lentement, remuant les sédiments. Le caïman émerge partiellement, dévoilant le sommet de son crâne et ses yeux. Les loutres se regroupent aussitôt. Elles ne fuient pas, mais ne s'approchent pas non plus.
Un nouvel échange silencieux d'évaluation a lieu. Le caïman évalue le nombre d'individus, leur taille, leur capacité à se défendre. Les loutres calculent la distance jusqu'aux eaux moins profondes. Après quelques secondes de tension, ils se séparent. Aucun n'a obtenu ce qu'il cherchait, mais tous deux ont évité une confrontation potentiellement mortelle. Dans le Pantanal, la survie dépend non seulement de la capacité à tuer, mais aussi de celle de choisir de ne pas le faire. Alors que la pluie commence à se calmer et que le ciel se dégage par endroits, le paysage inondé reflète des fragments de bleu entre les nuages. L'eau ressemble à un miroir brisé, multipliant la lumière. Les créatures évoluent dans ce reflet en perpétuelle mutation, s'adaptant à un monde qui s'est étendu de toutes parts. La saison des pluies est généreuse, mais non éternelle. Tous les habitants du Pantanal, du plus grand prédateur au plus petit poisson, savent que cet excès d'eau est temporaire. Tôt ou tard, le niveau commencera à baisser. Les chenaux se rétréciront. Les îlots deviendront des terres émergées. Et alors, l'abondance se concentrera en quelques lieux, rendant la compétition encore plus féroce. L'eau atteint son niveau maximal, puis, presque imperceptiblement au début, commence à se retirer. Ce retrait n'est ni immédiat ni uniforme. Certains chenaux se rétrécissent en quelques jours, tandis que d'autres conservent leur profondeur pendant des semaines. Le Pantanal entre dans une phase intermédiaire, une période de transition où l'abondance persiste mais se concentre. Ce qui était jadis une mer continue se fragmente en lagunes reliées par de faibles courants. Les poissons, dispersés lors de la crue, sont désormais contraints de regagner des chenaux plus marqués. Les oiseaux adaptent leurs itinéraires de chasse. Les grands herbivores, qui avaient trouvé refuge temporairement sur des hauteurs isolées, commencent à descendre vers les prairies qui émergent lentement des eaux. Ce vaste mouvement crée une nouvelle carte des opportunités et des risques. Les sols encore saturés dégagent une forte odeur de matière organique en décomposition. La végétation qui avait poussé vigoureusement pendant les inondations est désormais plus accessible aux herbivores. Les capybaras se dispersent en petits groupes, profitant des jeunes pousses d'herbe qui apparaissent sur les rives des lagunes qui se retirent. Leurs corps, par endroits recouverts de boue séchée, se meuvent avec un calme apparent qui masque une vigilance constante. La concentration d'animaux autour des points d'eau qui s'amenuisent accroît le risque de rencontre avec des prédateurs. Les abords des lagunes deviennent le théâtre d'une tension silencieuse où chaque pas est scruté par des yeux invisibles. Le caïman, qui patrouillait de vastes étendues d'eau pendant les inondations, est désormais contraint de partager des espaces de plus en plus restreints avec d'autres individus. Les bassins profonds deviennent des territoires disputés. Un grand caïman occupe le centre d'une lagune qui se rétrécit de jour en jour. Son corps immobile semble faire partie intégrante du paysage, mais tout intrus qui s'approche trop près reçoit un avertissement. Un claquement de sa queue contre l'eau, un son grave qui se propage à la surface. Les individus plus petits restent en retrait, guettant une opportunité ou cherchant refuge ailleurs. La concentration forcée accroît le risque de conflit. Il arrive que deux alligators s'affrontent lors de rituels de dominance. Ils dressent la tête, gonflent leur corps et entrechoquent leurs mâchoires sans se mordre. Les blessures ne sont pas toujours évitées. Durant la saison de transition, la compétition pour l'espace s'intensifie. Pour les poissons, la baisse du niveau de l'eau représente une menace directe. Les lagunes isolées se réchauffent plus rapidement sous le soleil. La teneur en oxygène dissous diminue, la température augmente et la densité de population s'accroît. Le Piraputanga, habitué à évoluer en pleine eau lors des hautes eaux, se retrouve piégé dans des espaces confinés avec des centaines d'autres poissons. Le stress modifie leur comportement. Les bancs de poissons se resserrent, leurs mouvements deviennent plus erratiques. Pour les prédateurs, cette concentration est une aubaine. Les oiseaux aquatiques se rassemblent aux abords des lagunes, formant de véritables lignes de chasse. Hérons, spatules et cormorans profitent de la proximité des proies pour se nourrir rapidement. Chaque coup de bec retire un poisson du système, réduisant ainsi la densité, mais nourrissant également les prédateurs qui dépendent de cette phase du cycle. Les loutres géantes s'adaptent rapidement à cette nouvelle situation. Alors qu'elles parcouraient autrefois de grandes distances pour trouver des proies dispersées, elles concentrent désormais leur activité dans des lagunes qui se réduisent de jour en jour. Le groupe se déplace d'une étendue d'eau à l'autre, suivant un schéma qui allie mémoire et exploration.
Elles savent quelles lagunes s'assèchent en premier, lesquelles conservent les poissons plus longtemps. La chasse s'intensifie, mais devient aussi plus dangereuse. Dans les espaces confinés, les rencontres avec les caïmans sont plus fréquentes. Les loutres modifient leur stratégie, chassant le long des berges des lagunes où elles peuvent regagner la terre ferme si nécessaire. Malgré cela, le risque d'affrontement direct augmente. La forte concentration de proies entraîne une hausse potentielle des violences. Là où la forêt réapparaît, les sentiers se réactivent. La boue humide conserve les traces de tous les animaux qui passent. Le jaguar patrouille ses chemins avec une attention quasi obsessionnelle. Il déchiffre les marques au sol comme une carte vivante. Empreintes fraîches de capybara, sentiers de cerfs des marais, traces de traînées laissées par un alligator se déplaçant d'une lagune à l'autre. Chaque signe l'informe de la présence de proies, mais aussi de la concurrence. Le jaguar n'est pas le seul prédateur dans ce paysage en pleine mutation. D'autres jaguars, des oslots et des pumas patrouillent des territoires qui se chevauchent désormais davantage en raison de la réduction des zones habitables. L'espace se rétrécit, la pression s'accroît. Dans une zone de transition entre prairies et forêts, le jaguar marque une pause à l'ombre d'un arbre partiellement découvert par le retrait des eaux. De là, il observe la lagune qui se rétrécit rapidement. Un groupe de capybaras s'approche pour s'abreuver, formant une file irrégulière au bord de l'eau. Le jaguar reste immobile, il attend. Il sait que la chaleur du jour incitera les animaux à baisser leur garde un instant, que la fatigue accumulée après des jours de déplacement en terrain humide ralentira leurs réflexes. Le moment arrive lorsqu'un jeune capybara s'avance de quelques pas de trop. L'attaque est brève, fulgurante. Le jaguar surgit de la végétation et parcourt la distance en quelques secondes. La proie tente de fuir vers l'eau, mais le sol boueux la fait glisser. Le jaguar la rattrape et l'entraîne dans la canopée. Le reste du groupe s'enfuit en soulevant un nuage de boue et d'eau. Le silence retombe sur les rives de la lagune, mais le message est gravé dans la mémoire du groupe. Le retrait des eaux concentre le danger. Dans la cime des arbres, les oiseaux frugivores profitent de la période post-inondation pour se nourrir de fruits qui ont mûri rapidement grâce à l'humidité accumulée. Toucans, haras et autres espèces se déplacent entre les arbres, désormais plus accessibles depuis le sol. Leur activité nourrit non seulement les oiseaux eux-mêmes, mais redistribue également les graines dans le paysage en formation. Les fruits tombent au sol ou dans les eaux stagnantes des lagunes, où poissons et autres animaux les consomment ou les transportent. Le réseau d'interaction se complexifie à ce stade du cycle. Chaque mouvement d'un oiseau, aussi simple soit-il en apparence, a des répercussions à plusieurs niveaux de l'écosystème. En lisière de forêt, les coatis réapparaissent dans les zones inondées. Ils fouillent la litière de feuilles humides à la recherche d'insectes qui se sont rassemblés au sol après la décrue. Leur activité bruyante attire les oiseaux qui profitent des insectes débusqués par les coatis. Cette association temporaire, même involontaire, est bénéfique aux deux parties. Cependant, la concentration de vie dans ces zones émergentes attire également les prédateurs. Les coatis restent constamment sur leur garde, interrompant leur recherche de nourriture au moindre bruit inhabituel. Le souvenir de leur rencontre avec des jaguars et autres prédateurs est présent dans chaque pause soudaine. Dans ces eaux de moins en moins profondes, l'anaconda se déplace avec difficulté. Son corps massif creuse des sillons dans la vase du fond en passant d'une mare à l'autre, des zones qui se disloquent peu à peu. Autrefois, à marée haute, il pouvait parcourir librement de vastes étendues. Désormais, son territoire est morcelé. L'anaconda doit choisir sa cachette avec soin. Il recherche des mares suffisamment profondes pour l'abriter et lui offrir des proies potentielles. Ce n'est pas un chasseur à la poursuite. Il compte donc sur ses proies pour s'approcher. Dans les mares qui se rétrécissent trop, le risque d'être découvert augmente. À ce stade, même l'anaconda doit s'adapter rapidement sous peine de famine. À mesure que les eaux se retirent, les animaux sont contraints de traverser des zones découvertes pour se déplacer entre leurs abris. Ces traversées sont des moments de grande vulnérabilité. La boue séchée commence à durcir au soleil, créant des surfaces irrégulières qui rendent la course difficile pour les gros herbivores. Le jaguar profite de ces étendues pour chasser, utilisant le couvert de la végétation restante pour approcher ses proies. Le caïman, quant à lui, se déplace entre les lagunes, laissant parfois son corps exposé à terre, ce qui le rend vulnérable aux attaques des jaguars adultes.
Durant cette phase de transition, les rôles de prédateur et de proie deviennent moins tranchés. Le caïman peut chasser en eau profonde, mais sur Terre, sa mobilité réduite fait de lui une proie potentielle. Le Pantanal est actuellement une mosaïque de paysages qui se chevauchent. Des zones conservant encore les stigmates de la saison des pluies côtoient d'autres montrant déjà des signes de sécheresse naissante. Cette hétérogénéité oblige les animaux à prendre des décisions rapides et à modifier leurs déplacements presque quotidiennement. La mémoire des voies d'accès sûres devient alors une ressource vitale. Ceux qui savent où trouver de l'eau profonde ou de la végétation ont de meilleures chances de survie. Ceux qui commettent des erreurs en paient le prix. Durant cette période, l'abondance se transforme en compétition directe. Le terrain est propice à la phase la plus difficile du cycle, lorsque l'eau se concentre dans quelques refuges et que la lutte pour ces espaces devient inévitable. La transition se poursuit, et avec elle, le Pantanal entre dans une période où le paysage n'est ni entièrement d'eau ni entièrement de terre. C'est un territoire intermédiaire et instable où les cartes du refuge et du danger se redessinent quotidiennement. Les lagunes qui conservent encore de la profondeur deviennent des foyers de vie. Autour d'elles, la végétation se raréfie et se fragilise. La boue humide se transforme en une croûte irrégulière qui craque sous la chaleur du soleil. L'air change de densité. Ce n'est plus l'humidité constante des crues, mais une chaleur intense qui exige des animaux une gestion précise de leur énergie. Le Pantanal resserre son étau. Les grands herbivores sont les premiers à en subir les conséquences. Le cerf des marais, habitué à se déplacer avec une relative liberté pendant les crues, doit désormais calculer chacun de ses pas. Ses longues pattes, conçues pour patauger dans l'eau profonde, s'enfoncent dans la vase molle par endroits et glissent sur les surfaces déjà asséchées. Le mouvement devient plus lent, plus prévisible. Cela le rend vulnérable aux chasseurs. Les jaguars observent attentivement ces schémas. Chaque mouvement répété devient une opportunité. Aux abords des forêts naissantes, les cerfs des marais s'arrêtent pour se nourrir des jeunes pousses qui ont poussé à mesure que l'eau se retire. Ces îlots de végétation nutritive constituent aussi des postes d'embuscade. Le silence qui y règne est trompeur. Sous une apparente quiétude, chaque bruit trahit une présence. Les capybaras, regroupés plus étroitement qu'au moment des inondations, se déplacent entre les derniers points d'eau encore assez profonds pour leur offrir un refuge. L'eau n'est plus une étendue continue où ils peuvent se disperser. Elle forme désormais un réseau de mares reliés par des chenaux boueux. Chaque déplacement d'un endroit à un autre implique de traverser un terrain découvert. À ces moments-là, la vigilance du groupe s'intensifie. Certains s'arrêtent, lèvent la tête et scrutent les alentours. Les cris d'alarme se font plus fréquents. Le stress accumulé se manifeste par des mouvements brusques et des changements de direction soudains. Le besoin de manger et de boire se conjugue à la crainte constante d'une embuscade. Les alligators piégés dans des lagunes qui se rétrécissent subissent une pression d'un autre ordre. La réduction du volume d'eau concentre les proies et intensifie la compétition entre elles. Les individus les plus grands occupent les zones centrales, où l'eau demeure plus profonde et plus froide. Les plus petits sont relégués aux marges, où l'eau se réchauffe plus vite et où le taux d'oxygène diminue. Cette inégalité accroît la mortalité des juvéniles. Les alligators plus jeunes et plus faibles sont exposés aux attaques des adultes ou se retrouvent piégés dans des mares qui s'assèchent complètement. Dans ces conditions, certains caïmans tentent de rejoindre d'autres lagunes par voie terrestre, au risque de rencontrer des jaguars. Chaque décision implique une évaluation des risques. Rester dans un refuge qui se réduit comme peau de chagrin ou traverser un territoire hostile. Les loutres géantes, qui avaient profité de la concentration de poissons durant la période de transition, sont désormais confrontées à un autre dilemme. Les lagunes qu'elles fréquentaient il y a quelques jours n'offrent plus la même abondance de proies. Le groupe doit étendre son territoire, parcourant de plus grandes distances entre des plans d'eau de plus en plus isolés. Cela implique de traverser des zones de vases asséchés et de végétation rase où le couvert est minimal. La famille se déplace rapidement en conservant une cohésion stricte. Les vocalisations s'intensifient, non seulement pour la communication interne, mais aussi pour avertir les autres prédateurs. La stratégie du groupe devient plus défensive.
Lorsqu'elles détectent la présence d'un grand caïman dans une lagune, les loutres peuvent choisir de ne pas y chasser, même si du poisson y est présent. Le risque d'une confrontation directe dans des espaces confinés est trop élevé. L'efficacité énergétique devient primordiale. Dépenser de l'énergie pour une chasse dangereuse pourrait compromettre la survie à long terme. Dans les zones plus dégagées de la zone humide, là où la prairie commence à s'assécher, les incendies constituent une menace latente. Bien qu'ils ne se déclarent pas toujours immédiatement, la végétation sèche et la chaleur créent des conditions propices à la propagation rapide d'un feu à la moindre étincelle. Les animaux perçoivent le changement d'atmosphère avant même l'apparition des flammes. L'odeur de végétation sèche, le craquement des tiges cassantes sous le vent sont autant de signes que le paysage devient plus instable. À ce stade, leurs déplacements deviennent plus erratiques. Certains herbivores se regroupent dans des zones encore humides, tandis que d'autres se dispersent à la recherche d'abris alternatifs. La fragmentation des habitats est intensifiée non seulement par le retrait des eaux, mais aussi par l'apparition de barrières temporaires créées par les zones brûlées ou par la menace d'un incendie imminent. Aux abords de la forêt, les coatis modifient leurs itinéraires quotidiens. Là où ils trouvaient autrefois facilement insectes et fruits, ils doivent désormais explorer des territoires plus vastes. Leur activité les expose aux prédateurs, qui, du fait de la raréfaction relative des proies, étendent également leur zone de recherche de nourriture. Bien que les jaguars privilégient les grandes proies, ils ne négligent pas les occasions qui se présentent. En période de forte pression de chasse, même des proies de taille moyenne, comme les coatis, peuvent devenir des cibles viables. La flexibilité alimentaire des prédateurs est particulièrement manifeste à ce stade du cycle. Dans les lagunes de plus en plus peu profondes, l'anaconda adopte une stratégie d'immobilité prolongée. Son métabolisme lent lui permet d'attendre longtemps sans se nourrir, mais la réduction de son habitat aquatique l'oblige à choisir des positions où il peut encore se dissimuler partiellement. Dans les très petites mares, son corps occupe une part importante du volume d'eau, ce qui le rend plus visible. Cela affecte non seulement sa capacité de chasse, mais l'expose également à la détection par d'autres grands prédateurs, notamment les jaguars, qui s'attaquent parfois aux jeunes anacondas ou à ceux qui sont affaiblis. À ce stade, même un superprédateur peut devenir une proie potentielle si sa mobilité est compromise. Les oiseaux aquatiques modifient sensiblement leur comportement. À mesure que le niveau de l'eau baisse, de nombreuses espèces concentrent leur activité dans les dernières lagunes profondes. Les troupeaux se densifient. Cela accroît la concurrence pour les ressources, mais aussi le risque de transmission de maladies au sein des populations concentrées. Le stress physiologique se manifeste par un plumage plus usé et un comportement agressif chez des individus qui, en temps normal, coexistent avec une relative tolérance. La réduction de leur espace vital les contraint à vivre dans des conditions anormales, perturbant ainsi leurs dynamiques sociales habituelles. Dans les airs, les aras continuent de se déplacer entre les îlots de forêt où poussent encore des palmiers fruitiers. Le retrait des eaux facilite l'accès à des zones inaccessibles par voie terrestre pendant les inondations, mais il met aussi à nu de vieux arbres indispensables à la nidification. La pression humaine s'intensifie durant ces périodes lorsque le terrain devient praticable. Cela ajoute une menace supplémentaire à une situation écologique déjà complexe. Les aras doivent adapter leurs itinéraires non seulement en fonction de la disponibilité de nourriture, mais aussi pour éviter les zones où l'activité humaine augmente au début de la saison sèche. Dans ce contexte de destruction de l'habitat, le jaguar devient un régulateur clé des populations d'herbivores qui se concentrent autour des derniers points d'eau. Sa présence impose un ordre fondé sur la crainte. Les animaux modifient leur rythme de vie, réduisent le temps passé en espaces ouverts et accroissent leur vigilance. Cet effet indirect du prédateur sur le comportement de ses proies influence la structure du paysage. Les zones où les jaguars chassent plus fréquemment subissent une pression de pâturage moindre, ce qui permet à la végétation de se régénérer partiellement. Ainsi, même pendant la phase la plus stressante du système, les grands prédateurs jouent un rôle régulateur qui contribue à la résilience à long terme de la zone humide. Alors que la phase de transition touche à sa fin, le Pantanal montre des signes évidents de l'arrivée de la saison sèche. L'eau ne structure plus le paysage. Elle est désormais l'exception et non plus la règle. Les refuges se réduisent à des points précis autour desquels la vie se concentre.
Cette concentration d'eau annonce la phase la plus rude du cycle annuel, lorsque la raréfaction de l'eau devient critique et que chaque flaque se transforme en champ de bataille silencieux. Le Pantanal atteint son point le plus extrême lorsque la saison sèche s'installe pleinement. Ce qui était jadis une mosaïque de lagunes reliées par des canaux se réduit désormais à un ensemble de mares isolées, certaines profondes, d'autres si peu profondes que la vase du fond y est exposée au soleil pendant des heures. Le paysage devient aride, presque minéral. Le vert éclatant de la crue cède la place à des teintes ocre et jaunâtres. La terre se fissure et l'air acquiert une âcreté qui assèche la gorge et rend chaque respiration plus difficile. Dans ce scénario, la vie ne s'arrête pas, mais elle est comprimée. Chaque organisme doit réajuster ses limites physiologiques et comportementales pour survivre à une période où la rareté dicte chaque décision. Les animaux convergent vers les dernières poches d'eau, comme guidés par une carte invisible. Capybaras, cerfs des marais, oiseaux aquatiques, reptiles et poissons se rassemblent aux mêmes endroits. Cette convergence crée une densité biologique inhabituelle, où des espèces qui se croisaient rarement pendant les inondations partagent désormais le même espace restreint. Il en résulte une tension constante. Les herbivores s'abreuvent à tour de rôle, se serrant les coudes au bord de l'eau, prêts à fuir au moindre danger. La surface de l'étang reflète un ciel immobile, mais sous cette tranquillité apparente se cachent des mâchoires ouvertes et des corps tendus. Les alligators règnent en maîtres sur les eaux profondes. Leur présence impose une loi brutale. Dans une mare où l'eau recouvre à peine le dos d'un alligator adulte, tout poisson qui s'approche est à portée d'une embuscade fulgurante. Le caïman ne chasse pas, il attend. En saison sèche, la patience devient la stratégie la plus efficace. Les plus grands individus monopolisent les meilleurs abris, forçant les plus petits à se réfugier dans des points d'eau moins propices ou à entreprendre de périlleuses migrations terrestres. Nombreux sont ceux qui ne survivent pas. La mortalité juvénile augmente considérablement. Cependant, cette pression sélective maintient la structure de la population. Les individus qui parviennent à surmonter la sécheresse en ressortent plus forts, avec des territoires bien définis et une plus grande probabilité de se reproduire au retour des pluies. Les loutres géantes, qui ont étendu leur territoire durant la période de transition, sont désormais confrontées à un dilemme crucial. Les points d'eau abritant encore des poissons se raréfient. La famille doit décider si elle reste dans un étang où elle trouve encore de la nourriture, au risque de rencontrer des caïmans dominants, ou si elle migre vers un autre refuge, en traversant de vastes étendues de terre ferme, où elle est davantage exposée à la chaleur et aux prédateurs. Durant cette phase, la cohésion du groupe est essentielle. Les loutres se déplacent ensemble, maintenant un contact visuel et vocal. Lorsqu'elles pénètrent dans une nouvelle mare, elles ne se mettent pas immédiatement à chasser. Elles évaluent d'abord la présence de caïmans, observant la surface de l'eau à la recherche de signes subtils, de minuscules ondulations, des bulles qui trahissent une respiration imperceptible. S'ils détectent un risque élevé, ils peuvent se retirer sans chasser, même lorsque le besoin de nourriture est urgent. Cette capacité à renoncer à une opportunité immédiate pour privilégier leur survie à long terme est l'une des clés de leur succès en tant que prédateurs sociaux dans un environnement extrême. Durant la saison sèche, le jaguar est omniprésent aux abords des points d'eau. Là où la vie se concentre, le prédateur l'est aussi. Le félin patrouille les abords des mares, suivant des itinéraires qu'il connaît par cœur. Chaque empreinte d'herbivore dans la boue sèche est un indice. Chaque odeur dans l'air lui signale la présence d'une proie à proximité. Le jaguar ne chasse pas au hasard. Il observe longuement. Il apprend les heures auxquelles les capybaras viennent s'abreuver, repère les endroits où les cerfs des marais s'approchent généralement de l'eau. La sécheresse simplifie le paysage, mais la rend aussi plus prévisible. Cette prévisibilité avantage le chasseur patient. Cependant, la concentration des proies engendre aussi la compétition. D'autres jaguars patrouillent des zones similaires. Les rencontres entre félins deviennent plus fréquentes et plus agressives. Les conflits territoriaux s'intensifient. Un jaguar dominant peut chasser les jeunes individus des meilleurs territoires de chasse, les forçant à se réfugier dans des zones marginales plus pauvres en ressources. Ainsi, la sécheresse réduit non seulement la disponibilité des proies, mais modifie également la structure sociale des superprédateurs.
Le cerf des marais traverse l'une des périodes les plus difficiles de son cycle annuel. Les pâturages se réduisent et la qualité du fourrage diminue. L'animal doit parcourir de plus grandes distances entre les zones de végétation verte, s'exposant ainsi plus longtemps aux prédateurs. Ses longues pattes, adaptées aux eaux profondes, se déplacent avec difficulté sur le sol durci. La fatigue s'accumule. Durant cette phase, les plus jeunes ou ceux affaiblis par la maladie sont les premiers à succomber. Les jaguars choisissent leur proie qui présente des signes de faiblesse, réduisant ainsi la pression sur les individus plus robustes. Ce processus, bien que brutal, contribue à maintenir la population en bon état lorsque les conditions redeviennent favorables. Dans les airs, les aras continuent de se déplacer entre les palmiers encore chargés de fruits. La pénurie d'eau n'affecte pas directement leur accès à la nourriture, mais elle modifie la disponibilité d'endroits sûrs pour se reposer et nicher. Les vieux arbres, essentiels à la reproduction, deviennent plus accessibles aux humains pendant la saison sèche, ce qui accroît les perturbations dans certaines zones. Sensibles à ces changements, les oiseaux ajustent leur trajectoire de vol, évitant les zones où l'activité humaine s'intensifie. Cette capacité à modifier ces schémas de mouvement en réponse à une pression extérieure est une forme d'adaptation comportementale qui peut faire la différence entre le succès et l'échec de la reproduction. Alors que la sécheresse atteint son paroxysme, le Pantanal semble entrer dans une sorte de pause tendue. Les mouvements ralentissent aux heures les plus chaudes de la journée. De nombreux animaux réduisent leur activité pour économiser leur énergie et éviter la déshydratation. La nuit devient la principale période d'activité des prédateurs et de leurs proies. Le paysage nocturne éclairé par la lune révèle des silhouettes se déplaçant avec prudence parmi les mares scintillantes. Dans le silence asséché des zones humides, chaque son est amplifié. Le craquement d'une branche peut signaler une proie en mouvement ou un prédateur qui approche. L'obscurité rétablit un certain équilibre. La vue perçante du jaguar rivalise avec l'ouïe des herbivores et la furtivité du caïman devient encore plus efficace dans l'eau obscure. Pourtant, même au plus fort de la sécheresse, le Pantanal ne s'arrête pas. Sous la surface de la boue asséchée, des graines attendent la prochaine crue. Chez les animaux, les réserves de graisse accumulées pendant la crue assurent leur fonction vitale. La mémoire écologique de l'écosystème demeure latente. Chaque espèce a évolué pour résister à ce goulot d'étranglement annuel. La sécheresse n'est pas une anomalie. Elle fait partie intégrante du cycle qui façonne la composition de la zone humide. Les individus qui ne peuvent supporter cette phase disparaissent. Ceux qui survivent bénéficient d'un avantage compétitif dès le retour des premières pluies. Le premier grondement lointain du tonnerre marque la fin de cette étape. Il n'apporte aucun soulagement immédiat, mais annonce le changement. L'air a une odeur différente avant même que les premières gouttes ne tombent. Les animaux réagissent à ces signes subtils. Certains descendent vers les terrains plus bas, anticipant le retour de la pluie. D'autres restent à l'abri, attendant que le paysage se déploie à nouveau. La saison sèche, malgré toute sa rudesse, remplit son rôle. Elle concentre, sélectionne, redéfinit. Au retour de l'eau, le Pantanal renaîtra, non pas à l'identique, mais grâce à ce processus incessant d'adaptation et de survie.